Bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule financière. Alors 2020 va passer à l'histoire pour plusieurs raisons, dont la volatilité sur les marchés financiers. Alors volatilité tantôt à la baisse, volatilité tantôt à la hausse. Et l'objectif de cette nouvelle capsule financière est un peu de vous donner un peu notre vision de ce qui s'est passé comme développement positif depuis les dernières semaines, mais en même temps, un peu la prudence que nous avons alors qu'on trouve que les marchés ont pris peut-être un petit peu trop d'avance par rapport à ce qui va se passer dans l'économie réelle. Alors, sans plus tarder, débutons avec cette capsule mise à jour COVID-19. Alors, comme on s'en doute, beaucoup de chiffres qui vont avoir, disons, des niveaux records, alors que c'est des événements de confinement qu'on n'a pas vus depuis, qu'on n'a jamais vus, en fait. Alors, on peut voir, quand on regarde d'abord, que cette grande fermeture-là, si on veut la comparer en termes de récession, alors on peut dire que les récessions ont le qualificatif d'être des récessions classiques qu'on va vivre dans des fins de cycle. Alors, on voit que ce qu'on a vécu dans les années 80, 90 et même 2000, on parle d'une économie qui recule entre 3 et 6 % dépendant de l'ampleur. Alors qu'actuellement, on est beaucoup plus dans une récession qu'on a qualifiée une récession de santé publique, peu de comparables, alors qu'on a seulement vécu la grippe espagnole. Et on voit que l'ampleur de cette contraction économique-là est très importante. On parle d'un PIB qui est en recul au deuxième trimestre probablement de 27 %, donc une économie qui était à 100 $ qui a tombé à 73 $. Naturellement, tout ça nous amène à un impact très négatif au niveau de l'emploi. Il s'est perdu 4 millions d'emplois au Canada en avril et on parle d'environ 20 millions d'emplois aux États-Unis. C'est des chiffres inédits. Quand on regarde ça, on voit qu'on a effacé aux États-Unis presque 20 ans de création d'emplois. Alors, encore une fois, c'est des chiffres effarants. Alors qu'on voit qu'au Canada, sans prendre la situation avec complaisance, ça demeure quand même qu'on voit que le marché de l'emploi était quand même plus solide que nos voisins américains, alors qu'on y revenait à peu près à une quinzaine d'années. On sait que les secteurs par le confinement les plus touchés sont les secteurs qui sont d'ailleurs encore en confinement, alors qu'on pense à l'hébergement, restauration, art et spectacle, tout le secteur du transport aérien, les ventes au détail. Et souvent, on va entendre dire par certains économistes, c'est pas si grave que ça parce que ça représente seulement 7 % de l'économie, 7 % du PIB. C'est vrai. Par contre, n'oublions pas que ces emplois-là représentent 22 % des emplois totaux. Donc, on parle qu'on a un impact de presque une personne sur 4 actuellement avec ce qui se passe. Donc, c'est certainement pas à ne pas en tenir compte. Et on voit également que, je vous parlais de volatilité. Alors, on avait vécu lors de notre dernière capsule que les marchés étaient en baisse. Là, on parle que le creux a été atteint le 23 mars en recul de 34 % et qu'on vient de revivre un rebond d'environ 30 %. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer un rebond aussi rapide? Bien, il y a plusieurs aspects. Premièrement, naturellement, les importants déficits budgétaires qui ont été acceptés ou autorisés par l'ensemble des gouvernements, principalement le gouvernement américain et le gouvernement canadien. Alors, on parle d'un déficit budgétaire de 10 %. Alors, 10 % du PIB, c'est énorme. Aux États-Unis, on parle même qu'on va atteindre un déficit budgétaire de 20 %, donc beaucoup d'argent dans l'économie. L'objectif, comme ça n'a pas été une destruction de l'économie, mais plus une suspension de l'économie, c'est d'assurer les particuliers, les entreprises qu'ils vont être capables de se rendre l'autre côté du confinement pour ne pas manquer de cash flow et ainsi s'assurer que les entreprises ne manqueront pas, entre autres, de liquidité. Et on voit justement que les gouvernements, les banques centrales se promènent actuellement avec des hélicoptères d'argent. Alors, on inonde les marchés financiers. La croissance de la masse monétaire qu'on a vécue au cours du dernier mois, c'est du sans précédent. Et on voit que le bilan des banques centrales qui vont financer ces déficits-là, qui vont stimuler l'économie, on vise vraiment d'avoir une liquidité abondante pour que les banques continuent de jouer leur rôle de courroie de transmission dans l'économie. Alors, encore une fois, ça, c'est une deuxième raison pour laquelle les marchés ont réagi très positivement. Ce qu'on attendait naturellement du point de vue des marchés, c'était une stagnation de la croissance des nouveaux cas et des nouveaux décès, ce qu'on commence à sentir là, par l'heure actuelle et ce qui va nous laisser place à le déconfinement qui a débuté tranquillement partout autour de la planète. Et lorsqu'on fait le comparatif justement entre la grippe espagnole et ce qu'on vit à l'heure actuelle par rapport aux décès, bien, on constate que dans le temps de la grippe espagnole,
Bien, 87 des décès étaient dans les tranches d'âge de 44 ans et moins, alors qu'actuellement, on sait que 97 des décès sont dans les tranches d'âge de 45 ans et plus. Alors, c'est ce qui fait qu'on peut se permettre de vivre du déconfinement un peu plus parce que la population qui travaille, dans le fond, est moins susceptible de décéder, alors que si on avait les mêmes statistiques et que le virus attaquait les tranches d'âge inférieures, ça serait beaucoup plus difficile de rentrer dans une période de déconfinement. On voit que les marchés ont donc récupéré à peu près la moitié de leur baisse. Et le grand gagnant pour l'instant, c'est le marché américain, qui est en baisse là, de 9,3 depuis le début de l'année, alors que le marché canadien est en baisse de moins 12. Au niveau des marchés émergents, on parle de moins 17 et des marchés internationaux à peu près à moins 18. Alors, qu'est-ce qui fait que le secteur américain a été le gagnant? C'est encore une fois sa répartition sectorielle. On sait que le poids du secteur technologique aux États-Unis est beaucoup plus imposant. On a également un poids important au niveau des soins de santé, deux secteurs qui font très bien à l'heure actuelle. Ce qui fait que quand on isole les fameux titres technologiques, les FANG, donc Facebook, Amazon, Apple, Microsoft et Google, qui sont rendus maintenant, qui composent 20 du marché américain. Donc, marché américain de 500 entreprises et les 5 plus importantes composent pour 20 de l'indice. Donc, c'est un poids très important. Et on voit que ces titres-là, pour des raisons qu'on connaît, alors, est en hausse de 10 du 1er janvier à aujourd'hui. Alors, c'est ce qui fait que ça nous aide à avoir un indice boursier qui est seulement à moins 9 par rapport aux autres. Alors que si j'enlève ces 5 titres-là, les 495 autres sont encore en baisse de moins 13,5, ce qui est d'ailleurs plus bas que ce qu'on a sur le marché canadien. Donc, c'est important de faire attention lorsqu'on pense que le marché est revenu et qu'il n'y a plus d'aubaine dans les marchés à ce stade-ci. Encore une fois, quand on rentre et qu'on creuse, on peut voir qu'il y a quand même un certain discernement. Ceci étant dit, de notre côté, on trouve que cet événement-là est très différent de ce qu'on a pu vivre dans d'autres marchés baissiers. On est capable de catégoriser les marchés baissiers là, qui se caractérisent par, dans le fond, des baisses de plus de 20 des marchés, par des marchés boursiers en baisse dus à un événement et d'autres qui sont dus à des fins de cycle. Et ce qu'on peut constater, c'est que même lorsque c'est dû à un événement comme la COVID, comme le 11 septembre, bien, en moyenne, ça prend à peu près 150 jours avant que le marché arrive à son creux pour par la suite amorcer une période de reprise. Et on voit qu'on revient au même niveau après presque 1 an et demi. Alors que quand on vit un marché baissier en fin de cycle, ça prend encore même plus de temps. On parle de presque 400 jours. Alors qu'actuellement, on a atteint, avec la vitesse grand V, le creux en quelques semaines et qu'on voit déjà un rebond. Donc, encore une fois, difficile de comparer cet événement-là avec d'autres. Un autre élément de prudence de notre côté, c'est que c'est très difficile de se faire une tête à l'heure actuelle sur à quel niveau de quelle façon je peux évaluer les entreprises. Parce que habituellement, on va les évaluer en fonction d'un multiple, là, une évaluation de cours-bénéfice. Donc, actuellement, les entreprises elles-mêmes n'osent pas nous donner de prévision par rapport à leur vente ou à leur profit au cours des prochains mois. Alors, ça devient encore plus difficile pour nous de se faire une tête, alors qu'habituellement, on va avoir une entreprise qui va dire, bon, bien, voici nos prévisions pour la prochaine année, on prévoit faire 1 milliard de bénéfices. Et là, certains analystes vont être un peu plus prudents, vont dire, bon, bien, moi, je vais y aller avec une prévision de 950 millions, l'autre 1,50 milliard. Alors, donc, on n'a pas, lorsque les résultats arrivent, il y a une fenêtre beaucoup plus petite de dispersion. Là, les résultats qu'on va connaître en date, entre autres, là, de la fin du 2e trimestre, au mois de juin, c'est là qu'on va avoir vraiment l'impact des résultats financiers des entreprises. Ce n'est pas ce qu'on vient de connaître actuellement ou en date du 31 mars, où il y avait seulement 2 semaines de confinement sur 12. Donc, les grandes surprises, elles vont arriver là. On s'attend à avoir beaucoup de volatilité parce qu'il y aura encore une fois des déceptions, des bonnes, des mauvaises surprises. Mais ça demeure qu'actuellement, c'est très difficile de se faire une tête sur les bénéfices. Et le marché, d'ailleurs, est en train de regarder au-delà de 2020. On sait qu'il y aura une forte contraction des bénéfices. Probablement qu'en fin d'année, il y aura une belle reprise parce qu'on va le comparer avec des résultats d'entreprises qui étaient en confinement. Alors, on regarde beaucoup plus quels vont être les profits de 2021 pour se faire une tête. Quelle entreprise, dans le fond, mérite les niveaux d'évaluation actuels et également d'être sur nos écrans radars pour les acheter. L'autre chose également qu'on aime suivre, c'est on appelle ça les surprises économiques. Alors, les surprises économiques, je vous rappelle que
Si on s'attend, par exemple, qu'il y ait 4 millions de nouveaux chômeurs au mois d'avril, que le chiffre sort à 5 millions au lieu de 4, donc ça, c'est une surprise économique négative. Et on voit que quand c'est du négatif, on s'enfonce par en bas, comme on le voit à l'heure actuelle. Alors actuellement, on est constamment avec des chiffres qui déçoivent. Alors que quand on regarde d'autres épisodes de marché baissier, on voit qu'on passe par un cycle de mauvaises nouvelles, une certaine stagnation, et ensuite on passe de « ça va très mal » à « ça va mal » à « ça va mieux » et « ça va bien ». Alors c'est très rare qu'on va voir un V et se ramasser du jour au lendemain que ça va de très mal à « ça va bien ». Donc encore une fois, ça prend, pour nous c'est un peu trop rapide la reprise qu'on a vécue à l'heure actuelle. Alors, il faut être patient et il faut savoir qu'il faut que le temps fasse son œuvre au cours des prochaines semaines. On a été très actifs en termes de transactions au cours des dernières semaines. Donc, dépendant de votre style d'investisseur ou de votre profil d'investisseur, nous avions, comme vous le savez, amassé des liquidités importantes au cours des 18 derniers mois. On n'avait pas prévu la COVID-19, mais on s'était plutôt positionné pour être capable de réinvestir en fin de cycle sur faiblesse des marchés par phase, parce qu'encore une fois, on ne veut pas acheter d'un coup sec, on veut acheter par différentes périodes. Et vous voyez que c'est exactement ce que nous avons fait. On a procédé à 4 achats, à 4 périodes d'achat de façon importante au cours des dernières semaines. Encore une fois, dépendant de votre profil d'investisseur. Et donc, on a acheté à du moins 15, moins 20, on a acheté à du moins 30, moins 32. Et on voit également que pour certains clients, on a déjà revendu les positions que nous avions achetées parce qu'avec la hausse et l'augmentation des actions, on s'est ramassé avec des portefeuilles qui étaient rendus un petit peu trop pesants en actions à notre goût, surtout qu'on trouve que les marchés ont repris rapidement. Donc, on est très actif, autant d'acheter quand c'est le temps à la baisse que lorsqu'il y a des reprises. Et on pense qu'on va avoir la chance de transiger encore cette volatilité-là au cours des prochaines semaines. Et c'est ce qu'on souhaite en s'étant mis encore une fois des réserves sur les lignes de côté. Alors, vous savez également qu'on aime acheter durant des périodes de pessimisme importantes. Ça, c'est la photo de notre dernière capsule. Alors que le sentiment du marché, donc, je vous rappelle que c'est un indicateur maison qu'on s'est construit qui est composé d'environ 10 indicateurs. Et plus on voit du pessimisme, bien, plus c'est des signes que c'est le temps d'acheter. Alors, on a vécu ça dans certaines périodes et on voit que durant ces zones-là, c'est là qu'on arrive dans un creux de marché. Alors, c'est ce qui fait qu'on a réussi à acheter durant ces périodes-là. Et quand on regarde cette photo-là aujourd'hui, alors on voit qu'on est revenu beaucoup plus actuellement avec un équilibre. Donc, je ne suis pas d'un côté, je ne suis pas non plus avec trop d'optimisme. Et ça nous confirme que ce qu'on vient de vivre, bien, on a justement atteint dans cette zone de pessimisme-là un creux et qu'on vient de revivre du positif. Donc, ça, encore une fois, ce n'est pas seulement l'indicateur qu'on va regarder pour prendre nos décisions, mais c'est un indicateur important du sentiment du marché. Dans ce qu'on vit, bien, c'est sûr qu'aussi, il y a des opportunités. Alors, on voit ici une opportunité que nous avons ajoutée dans une classe d'actifs qu'on a ajoutée dans vos portefeuilles, encore une fois en fonction de votre profil d'investisseur, mais une catégorie que nous avions, où est-ce que nous étions très peu présents, ce qu'on appelle les obligations à haut rendement. Donc, les obligations à haut rendement sont des obligations de moins grande qualité qui, naturellement, offrent un rendement plus grand en termes d'intérêt. Alors, pour prendre un exemple, si une compagnie comme Bell Canada ou TELUS sont cotées triple B, alors quand ils se présentent sur les marchés pour emprunter, alors le taux qui va être fixé au niveau de leur emprunt va se faire en fonction de leur bilan, de leur solidité financière. Si je descends avec un Cogeco ou avec un Cascade, par exemple, je tombe en bas de triple B, ces joueurs-là, de par un bilan un petit peu moins solide, vont devoir payer un prix plus élevé pour emprunter. Alors nous, à ce moment-là, c'est là qu'on intervient. Alors pour prendre un exemple, si un Cogeco empruntait avant la COVID-19 à un taux d'intérêt de 4 bien, il empruntait, comparativement au gouvernement qui empruntait à 1 bien, il empruntait avec un écart de 3 additionnel. On appelle ça les écarts de crédit. Aujourd'hui, les écarts sont rendus à 8 Donc, en achetant cette obligation-là, on fait 8 parce que la crainte, encore une fois, du marché, un bilan un petit peu moins solide, est-ce qu'ils vont réussir à passer au travers? Et c'est ce qui fait que ces obligations-là, par exemple, qui valaient 100 bien, on les paye aujourd'hui 90 Alors, en plus que j'ai 8 qui me rendent sous forme d'intérêt, je réussis à les acheter à escompte. Et ce que l'histoire nous démontre depuis une vingtaine d'années, à chaque fois que je suis en haut de ce 8 %-là d'écart, regardez la période de rendement qui s'ensuit sur cette classe d'actifs-là. Donc, encore une fois, on constate que
durant les 30 dernières périodes où on a réussi à avoir des écarts entre 8 et 9 29 fois sur 30, on est arrivé l'année suivante avec un rendement qui a été positif. Donc, je ne suis pas dans les actions, mais encore une fois, je peux bénéficier de ce qui vient de se passer là et je suis payé du 8 pour attendre sur une classe d'actifs qui est prometteuse là, à l'heure actuelle et dans laquelle on a pris un positionnement. Alors, il y a plusieurs scénarios de reprise, des V, des U, des L. Nous, on a opté pour la lettre Nike. Alors, on voit que le scénario de la Banque du Canada, en fait, elle en a deux. Un scénario dans lequel un peu plus optimiste, un autre scénario un peu plus pessimiste. Celui de la banque se trouve être un petit peu entre les deux, donc il faut qu'on prenne le temps de digérer les dernières nouvelles que nous avons eues à l'heure actuelle. Et c'est ce qui fait qu'on voit un peu plus là, une stagnation, avec une vue positive là, quand on regarde ça sur une période de 9 à 12 mois, mais certainement qu'il y aura beaucoup de volatilité. Donc, quand on regarde nos scénarios, notre scénario de base sur lequel on planche à l'heure actuelle, c'est donc une récession qui va être grave, mais brève. On voit de la croissance revenir au 3e ou au 4e trimestre. Je vous rappelle que si on est passé d'une économie ou d'un PIB à 100 $ puis qu'on est descendu à 70, aussitôt que je reviens à 75, à 80, je recommence à vivre la croissance. La récession est terminée et on rentre dans une phase de reprise qui va durer jusqu'à temps que je revienne à 100 $ et ensuite on parlera d'expansion. Alors, mais ça demeure qu'on vivra des entreprises qui nous annonceront des bénéfices en croissance au 3e, 4e trimestre quand on le comparera au 2e trimestre de l'année. Alors, c'est notre scénario avec, dans ce scénario-là, des taux d'intérêt qui vont demeurer stables. Alors, avant, on disait des bas taux pour longtemps. Maintenant, on dit des très bas taux pour encore très longtemps. Alors, ça va prendre encore plusieurs années avant qu'on revoie la Banque du Canada dans ce scénario-là recommencer à augmenter les taux. Même chose du côté de la Réserve fédérale américaine. Dans un scénario optimiste, où on accorde moins de probabilités, mais qui n'est pas impossible, alors on parle de mesures fiscales et monétaires qui ont tellement été implantées de façon massive que ça va créer une contraction beaucoup moindre que prévu. On trouve un vaccin. La communauté scientifique réussit à arriver avec un antiviral ou autre chose qui fait qu'on déconfine beaucoup plus rapidement. Alors dans ce scénario-là, on parle de taux d'intérêt à ce moment-là qui pourrait recommencer à se normaliser beaucoup plus rapidement et également d'un marché boursier qui aurait une très bonne performance dans ce contexte-là. Alors, encore une fois, c'est sûr que pour nous, c'est un petit peu plus avec des lunettes roses à l'heure actuelle, ce scénario-là, mais je ne peux pas vous dire que c'est impossible. Finalement, le scénario pessimiste, c'est un scénario dans lequel il arrive une mutation du virus, une deuxième vague. S'il y avait une mutation vers une population, une tranche d'âge plus jeune, ça affecterait grandement l'économie. Et là, on se retrouverait dans ce scénario-là avec beaucoup moins de marge de manœuvre de la part de nos banques centrales, de la part des gouvernements. Alors, on pousserait un peu sur une corde avec tout ce qui a déjà été fait. Et là, on irait retester les bas, sinon plus, des marchés qu'on a connus là, au mois de mars. Alors, encore une fois, ce n'est pas notre scénario de base, mais ce n'est pas impossible non plus. Ce n'est pas nous les spécialistes ou les scientifiques pour évaluer ces scénarios-là, mais ça demeure quand même que c'est une possibilité. Alors voilà un petit peu un résumé, dans le fond, de la façon qu'on voit les marchés à l'heure actuelle. Donc, oui, il y a beaucoup de choses positives, mais ça reste quand même qu'on trouve qu'on est dû pour un certain vivotement sur les marchés, ou peut-être même de la volatilité qui pourra peut-être nous permettre de reprendre des nouvelles positions pour en profiter. Alors sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée. On espère que cette capsule financière vous a plu. Merci.